c'est les femmes qui sont au devant. Les femmes sont devenues chefs de ménage. Les femmes sont devenues des chefs de famille. Les femmes sont devenues des pourvoyeuses de ressources pour des familles disloquées parce que les hommes sont partis, les jeunes sont partis. Et c'est les femmes qui gardent la maison. Alors, elles sont en train de jouer un rôle qui traditionnellement n'est pas le leur. Bonjour à tous, elles sont agents de changement, transformatrices de leur environnement, elles ont une vision, un impact sur leur communauté. Nous vous proposons de les découvrir aujourd'hui dans la série des podcasts Les femmes agents de changement du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE. Je m'appelle Mam Diarra Diop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Salimata Nebié Konombo, ancienne ministre du Genre du Burkina Faso, pour une discussion sur le triptyque femmes, paix et sécurité. Salimata, bonjour. Bonjour, Mamdiara. Alors, Salimata, vous êtes ancienne ministre, comme je le disais, du genre et de la famille du Burkina. Aujourd'hui, vous êtes une experte et une consultante internationale sur les questions de paix et de sécurité au Sahel. Vous avez beaucoup défendu l'autonomisation économique des femmes pendant de longues années. Est-ce que, lors de votre mandat de ministre, vous pouvez nous raconter un moment fort où vous avez eu le sentiment que votre politique a directement impacté les femmes ou bien des communautés au Burkina Faso? Merci beaucoup, c'est une grande question. Alors, un des moments forts dont je pourrais vous parler pendant ma mission en tant que ministre, c'était de prendre en charge la question de la femme rurale. Parce que quand on parle d'autonomisation ici, les gens voient seulement l'autonomisation économique, alors que non, c'est plus global que ça, c'est plus holistique que ça. Oui, c'est vrai que l'autonomisation économique, l'indépendance économique peut avoir un effet sur tout le reste, mais c'était surtout son autonomisation économique, sa contribution réelle au développement de sa communauté, de son pays, et surtout comment elle apportait, sans qu'on le dise, dans l'ombre, totalement dans l'ombre, de la richesse. Comment elle crée de la richesse, comment elle produit de la richesse pour le pays. Quand on m'a demandé de proposer quelque chose sur comment mettre en valeur, comment mettre en évidence la contribution des femmes, et notamment des femmes rurales, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Burkina, 90% des femmes vivent dans le milieu rural, on a mis en place un programme. Et ce programme nous ramenait à l'agriculture, à la production, parce que c'est la première activité économique pour les femmes rurales, l'agriculture, l'élevage, la transformation, la commercialisation. On a essayé de partir sur un paquet de chaînes de valeur qu'on a voulu professionnaliser surtout, parce que le savoir-faire et les moyens de production manquent, c'est vrai, mais avec un apport de technicité, un apport d'autonomisation technique, on voulait vraiment mettre les femmes sur le chantier de la transformation économique et par-delà avoir une meilleure participation de cette composante de la population au développement du pays. Et c'est aussi valable pour d'autres pays africains parce que quand vous prenez des pays voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, vous allez voir que réellement, beaucoup d'investissements ont été faits pour permettre aux femmes de s'affranchir de beaucoup de difficultés techniques et parvenir à produire avec plus de facilité. Et c'est ce qu'on voulait faire. Ici au Burkina, malgré la situation de crise sécuritaire où les femmes ont perdu énormément de choses, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte où, avec plus de 2 millions de personnes déplacées, plus de 50% de ces personnes sont quand même des femmes en âge de produire et de pouvoir produire. Elles ont tout perdu, elles ont perdu les moyens de production, les champs, les habitations. Elles se retrouvent maintenant dans des contextes où elles ne peuvent plus produire. Il fallait tenir compte de ces difficultés particulières tout en cherchant à adresser des problèmes d'ordre structurels que connaissait le pays. Parce que partout, les femmes rurales au Burkina, elles sont confrontées au même problème, accès à la terre, accès aux moyens de production, accès à des crédits, accès à des ressources pour entreprendre. Tout ça, il fallait vraiment réfléchir à un climat, à un environnement favorable pour permettre à ces femmes d'entreprendre et surtout de produire, parce que la production était vraiment notre priorité.
dans l'approche. Je vais vous dire 2 initiatives complètes et concrètes qui se complètent. On avait initié un programme qui s'appelait Elle résiste. C'était vraiment un programme complet d'entrepreneuriat rural féminin et qui permettait aux femmes, d'être, des vraies actrices économiques, des vraies actrices de la transformation et de la production agricole au Burkina. Toute l'architecture a été montée par notre équipe et ça continue. Et ça a permis de développer toutes les techniques de culture hors sol parce que comme je vous ai dit, il fallait intégrer le problème des personnes déplacées, des femmes déplacées, leur trouver le moyen de produire sans terre parce que même quand il y a la paix, elles n'ont pas de terre, mais là, il fallait leur permettre de produire sans terre sur des espaces qui ne leur appartiennent pas et sur des espaces qu'elles occupent temporairement. L'autre programme, c'était une initiative de solidarité foncière. Comment amener les collectivités, comment amener les autres communautés qui accueillent les personnes déplacées à libérer des terres pour permettre aux femmes de produire. Nous sommes un pays agricole fondamentalement et ce secteur méritait qu'on y consacre du temps et c'était vraiment une des priorités de notre ministère et lancer la femme comme entrepreneur privé rural et soutenir aussi la production familiale. Ces 2 initiatives, selon moi, nous permettaient de faire de la femme rurale un agent économique qui allait atteindre son autonomisation en très peu de temps, parce que ce pas des programmes qui étaient inscrits sur de la longue durée, mais dont les résultats pouvaient durer le plus longtemps possible. En repensant un peu justement à vos efforts pour améliorer la participation citoyenne des femmes, vous avez rencontré des obstacles systémiques pour qui freinent leur progression. Comment est-ce que justement vous avez surmonté ces obstacles et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui pour continuer le combat? La participation des femmes reste un enjeu majeur. Nous sommes dans des sociétés qui semblent vouloir que les femmes s'affranchissent de beaucoup de pesanteurs, mais qui en même temps ne fait rien pour leur permettre de s'affranchir de ces mêmes pesanteurs. C'est une dualité que nous avons observée dans tous les milieux, que ce soit dans le milieu rural, dans le milieu dit intellectuel, en ville comme en campagne. Les femmes, toutes les couches confondues, elles ont des problèmes pour participer efficacement à la participation citoyenne. Quand vous prenez par exemple la politique, on va dire il faut que les femmes fassent la politique. On a fait des quotas genre dans les pays, encourager les partis politiques à bien positionner les femmes sur les listes électorales, amener les femmes à choisir elles-mêmes leurs candidats ou à se présenter comme candidates. Mais quelles femmes? Souvent, c'est la grande majorité, elles ne savent ni lire ni écrire. Et celles qui savent lire et écrire n'ont pas souvent les moyens pour investir dans la politique, parce que faire de la politique, par exemple, c'est beaucoup d'argent. Et s'engager socialement, c'est beaucoup d'argent. Il faut avoir le réseau, il faut avoir la possibilité d'agir, parce que même quand des femmes vont militer dans les associations, ça leur demande quand même un minimum d'investissement, ne serait-ce qu'en temps et parfois aussi en ressources. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand elles n'ont pas de ressources, elles n'arrivent même pas à faire des activités. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir justement pour mieux faire participer ces Le femmes? l'espoir est que ces femmes ont appris à négocier avec leur environnement. L'espoir est que ces femmes commencent à être conscientes de leur capacité justement à aller vers les autres, les hommes, leurs papas, leurs maris, leurs frères, pour négocier leur place dans les communautés. Et elles le font. Elles ont découvert qu'elles avaient des capacités de médiation. Elles ont découvert qu'elles avaient des capacités pour s'intéresser à la gestion des conflits. Vous me donnez le mot, Sally, pour parler de justement des conflits au Sahel, hein, qui affectent de manière disproportionnée les femmes, on le sait. Vous, vous êtes une experte en paix et sécurité. On parle de violences sexuelles, de déplacements forcés. Quelles sont les actions spécifiques qui doivent être prises pour mieux protéger les femmes et les filles dans ces zones du Burkina où il y a des conflits, leur garantir l'accès à la justice et des soutiens adaptés? Vous savez, le Burkina, comme plusieurs pays, nous avons un plan d'action. On a un plan d'action pour la mise en œuvre de la 1325 pour opérationnaliser cette fameuse résolution des Nations Unies. Et au Burkina, une des actions fortes, justement, c'était de reprendre ce plan sous forme d'un plan national intégré de la 1325. C'est-à-dire, ce plan prenait en compte tous les autres aspects où le genre ou la question des femmes avait été indexée, que ce soit des référentiels comme notre
stratégie nationale de la sécurité, notre stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, notre stratégie nationale de cohésion sociale, notre stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent. Parce que toutes ces références, que ce soit des références nationales ou des références spécifiques, donnaient une place importante à la participation des femmes. Donc, on a extrait toutes ces références, ces éléments, pour en faire un document intégré qui fait justement de notre plan 1325 un plan assez inclusif. Quant à la question des VBG et autres, c'est traité aussi dans ce plan d'action. C'est pas simple parce que la plupart des mesures qui sont prises ou qui sont recommandées par les Nations Unies pour traiter la question des VBG ne sont pas internalisées dans notre arsenal juridique. Mais même ça, nous avons pu faire un toilettage initial pour voir comment on pouvait intégrer certaines dispositions des résolutions aux violences basées sur le genre, aux violences sexuelles dans les zones de conflit, comment s'intégrer dans l'arsenal juridique burkinabé en spécifiant clairement que, par exemple, le crime sexuel dans les zones de conflit est un crime imprescriptible. Il faut le mettre dans la Constitution, il faut le mettre dans les codes pénaux. Parce que si ce n'est pas inscrit, ça va passer comme des crimes de droit commun, alors que non, ce ne sont pas des crimes de droit commun. Et quand on fait beaucoup de communication sur la 1325 et ses dérivés, et nous insistons beaucoup sur ces deux résolutions qui durcissent quand même les sanctions contre les crimes sexuels, les violations graves dont sont victimes les femmes. Et il faut que les femmes aussi sachent que ce sont des crimes qu'elles doivent dénoncer pour qu'elles puissent avoir réparation. Vous savez comment ça fonctionne, le système, et un crime qui n'est pas déclaré, un crime qui n'est pas analysé, n'est pas pris en compte. Alors, on encourage les communautés, on encourage les femmes, on encourage les associations, les humanitaires, tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne. On les encourage à dénoncer ça, à faire parvenir à qui des droits les informations vraies, les informations fiables pour que les questions soient prises en charge. C'est très inquiétant. Et c'est justement ce qui est un peu dit dans ce rapport de l'OCDE qui s'appelle Femmes et conflits en Afrique de l'Ouest, où on parle de l'augmentation des violences faites aux femmes, hein, qui sont les premières victimes aussi des luttes identitaires, avec ce contrôle de la population civile qui est devenu un des enjeux majeurs des insurrections dans la région, Salimata. Oui, absolument. Et non seulement ça, et le rapport ne met pas forcément l'emphase, la crise elle-même a intégré les femmes comme des vraies actrices. Au début, c'était un peu comme des victimes collatérales. Aujourd'hui, elles sont devenues des cibles. Les terroristes, par exemple, utilisent réellement les femmes, l'agression des femmes comme arme de guerre pour déstabiliser durablement les communautés. On a des témoignages de groupes de femmes, de jeunes enfants, de jeunes filles qui ont été réellement victimes de ces violences, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des meurtres. On en a connu au Burkina, hein, des femmes qui, en allant chercher de l'eau, deviennent automatiquement des cibles. On a connu des enlèvements de groupes de femmes. C'est pour vraiment vous dire que vous touchez du doigt un problème sérieux et qui est souvent noyé dans la lutte contre le terrorisme. Et pour le moment, on n'a pas des rapports désagrégés qui vont nous dire que voici le nombre des victimes, tant de femmes, tant d'hommes. Mais lorsque vous prenez la situation des incidents sécuritaires qui arrivent au Sahel tous les jours, au Burkina, au Niger comme au Mali, vous verrez que dans le nombre des morts, on ne dit pas sur 10 morts, est-ce qu'il y a 3 femmes, il y a 3 hommes, il y a 3 enfants, on ne le dit pas. Combien de femmes meurent aujourd'hui dans ce contexte de crise sécuritaire que nous traversons? Je vous dis qu'il y en a énormément. Parce que en plus de mourir sur place, il y a celles qui viennent et perdent la vie dans les centres de santé parce qu'elles ont été victimes de violations graves de leur intégrité physique. Vous avez parlé de la résolution 1325, hein, la participation des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Quelles sont les approches aujourd'hui qui pourraient être adoptées pour surmonter les obstacles culturels ou institutionnels et garantir que les femmes jouent un rôle central dans la reconstruction et dans la stabilisation du pays? Vous savez, la crise elle-même a imposé la participation des femmes dans la gestion de ce conflit. Dans certaines communautés, il n'y a plus d'hommes pour prendre en charge certaines questions. C'est les femmes qui sont au devant. Les femmes sont devenues chefs de ménage. Les femmes sont devenues des chefs de famille. Les femmes sont devenues des pourvoyeuses.
des ressources pour des familles disloquées parce que les hommes sont partis, les jeunes sont partis et c'est les femmes qui gardent la maison. Alors, elles sont en train de jouer un rôle qui traditionnellement n'est pas le leur. Et ce rôle, il s'est imposé et on est obligé de leur parler. Les humanitaires sont obligés de leur parler et l'État est obligé de leur parler. En fait, leur rôle est devenu tellement évident du fait de la crise qu'aujourd'hui, si vous êtes au Mali, au Burkina ou au Niger, vous verrez que les femmes entreprennent beaucoup d'actions. Elles sont très actives sur le front de la prévention, elles sont très actives sur le front de la médiation, elles sont très actives sur le front de la résolution de la crise. On les sollicite, on les fait venir, on leur fait parler, on leur fait animer des forats. Vraiment, elles sont présentes. Elles sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus visibles sur le front. Et je pense que ça, c'est une des façons aussi de les faire participer durablement à la question. Maintenant, on parle de plus en plus de dialogue, je ne dis pas négociation, de dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Mais les femmes, on ne peut pas les mettre de côté. Une récente étude de ONU Femmes dit que seulement 9% des accords qui se négocient ont intégré les femmes. C'est très peu, parce que lorsque les femmes ne sont pas impliquées dans les accords, lorsque les femmes ne sont pas impliquées dans les négociations, on les oublie et ce pas des accords qui peuvent tenir durablement. Les femmes doivent participer de bout en bout dans le processus, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans les négociations des accords, que ce soit dans l'application des accords. Et même lorsque on va vouloir démobiliser un jour des personnes qui ont pris les armes, il faut intégrer également les femmes parce qu'elles auraient été à la périphérie de la crise. Dans la crise, on ne peut pas les ignorer. Elles investissent l'espace, le cyberespace, elles investissent les espaces dans les communautés pour parler de paix, pour participer à l'éducation civique, à l'éducation à la paix. Parce que c'est la crise, c'est vrai, mais il faut parler de paix aussi. Je pense que les femmes sont les meilleures actrices pour parler de paix et elles le font. Les meilleures actrices pour parler de paix, c'est une belle conclusion, Salimata Nebié. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du genre du Burkina Faso, aujourd'hui consultante sur les questions de paix et de sécurité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Femmes agents de changement. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à découvrir d'autres histoires tout aussi inspirantes dans notre série. Pour cela, rendez-vous sur oecd.org/CSAO et partagez ce podcast autour de vous pour faire résonner ces voix de femmes leaders. Merci beaucoup, Salimata Nebié Colombo.